Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des ORX-ENS et aujourd'hui on va s'intéresser à une équation fonctionnelle définie sur les entiers. Donc ça va être un épisode un peu plus arithmétique que d'habitude, on va s'intéresser à une fonction f de z dans z qui va vérifier certaines contraintes. Cet exo il est très classique en fait, il tombe exactement une année sur deux depuis qu'il est tombé aux ENS il y a un bout de temps et on le retrouve une année sur deux dans divers concours. L'exo est en soi pas super compliqué, moins compliqué que beaucoup d'exos qu'on a fait dans cette série-là, mais il demande quand même de bien savoir gérer les équations fonctionnelles, parce que, et surtout, ce qui pose problème, c'est que les équations fonctionnelles, on en fait très peu en prépa, surtout des équations fonctionnelles arithmétiques comme ça, donc c'est un truc dont les gens ont en général pas l'habitude, et c'est ce qui peut poser problème avec cet exo. En revanche, c'est un truc qui est très présent dans tout ce qui est maths olympique, donc les gens qui ont suivi ce genre de parcours sont en général très à l'aise face à ce genre d'exo. Ceci étant dit, intéressons-nous un peu à l'exo en question. On cherche la fonction de z dans z qui vérifie f de n est égal à n plus 2023. Donc le nombre de 2023, il est plus ou moins là par hasard. On verra à la fin ce qu'on a utilisé sur ce nombre. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de fonction qui vérifie ça. Il n'y a pas de fonction f de z dans z qui vérifie cette équation fonctionnelle-là. Il n'y en a aucune. Vous voyez quand même que si j'avais remplacé 2023 par 2024, j'aurais pu prendre la fonction qui a n associe n plus 1012. Parce que vous ajoutez 2 fois 1012, ça vous fait ajouter 2024. Là, manifestement, ce qui empêche de faire ça, c'est que le nombre 2023 est impair. Et en fait, on va voir que si je remplace 2023 par a, où A est impair, donc appartient à 2z plus 1, okay, c'est comme ça que je vais écrire le fait d'être impair, on va avoir exactement le même résultat. Donc on va s'intéresser aux fonctions f de z dans z qui vérifient f rond f de n est égal à n plus a, où a c'est un entier impair fixé. Alors, un premier truc à faire quand on a une équation de cette forme-là, f de n est égal à n plus a, de manière générale, quand on a une équation fonctionnelle qui fait intervenir une composée deux fois de f, c'est-à-dire un f rond f, donc ici f de n, il y a un tricks qui est super astucieux et qu'à mon avis il faut connaître pour faire des équations fonctionnelles efficacement. Le tricks, c'est de composer par f, encore une fois, des deux côtés de l'équation. Alors là, vous allez vous dire, on a juste compliqué les choses. Oui, c'est vrai, on a compliqué les choses, mais on va obtenir un deuxième truc qui fait intervenir f rond f de n. Un deuxième truc à faire, c'est d'ici, remplacer n par f de n. Je peux très bien faire ça. Donc ici, j'obtiens que f de f de, du coup, f de n. Cette chose-là, ça va être égal à ce truc-là que j'ai remplacé n par f de n, donc ce truc-là. Et donc ce truc-là, ça nous permet de finalement égaliser ces deux trucs-là, et donc ces deux trucs-là. Donc vous obtenez que f de n plus a est égal à f de n plus a. Et ça, c'est un trick qui marche à chaque fois que vous avez un truc de la forme f rond f de n dans une équation fonctionnelle. Donc c'est vraiment un truc à connaître, à mon avis, et qui peut vous sauver la mise dans pas mal de situations. Ok, donc là, on a que f de n plus a, c'est f de n le tout plus a. Donc évidemment, si vous itérez cette chose-là, vous arrivez à montrer par récurrence sans problème que f de n plus k fois a, c'est égal à f de n plus a, plus k fois a, pardon. Où k, ça va être donc un entier dans n par exemple. Et évidemment, quitte à passer le ka de l'autre côté, ça reste vrai en fait dans le cas où k est négatif, mais on va pas en avoir besoin plus que ça. Une conséquence de ça, c'est que f de n modulo a, c'est-à-dire le résidu de f de n modulo a, ne dépend que de n modulo a. Oui, parce que si vous prenez n, m qui vérifie n congru à m modulo a, vous écrivez n qui est égal à m plus ka, où k est dans n. Ok, je peux le faire quitte à échanger n et m pour avoir un k positif. Et donc dans ce cas-là, on a que f de n, c'est f de m plus ka, c'est f de m plus ka, et donc vous avez bien que f de n est congru à f de m modulo a.
Et donc là, vous voyez que le résidu de f modulo a ne dépend que du résidu de l'argument n modulo a. Donc ça nous permet finalement de définir une fonction de z sur az dans z sur az. Donc si maintenant on prend des notations d'arithmétique modulaire, on a que f de n bar ne dépend que de n bar. Et ici j'ai appelé n bar la classe de n modulo a, donc c'est-à-dire l'élément de z sur az qui représente n. Et de la même manière, f de n bar, c'est encore une fois la réduction de f de n modulo a, donc qui est bien un élément de z sur az. Et pareil ici, de z sur az. Et donc ça nous permet de définir la fonction f bar, qui va donc de z sur az dans z sur az, et qui a n bar, donc c'est-à-dire la classe dans z sur az d'un élément n de z, qui a n bar associé donc f de n, le tout bar. Donc c'est-à-dire on calcule f de n et on prend la réduction modulo a. Et ce truc-là, c'est bien défini, parce que si on prend n et m, deux représentants d'une même classe dans z sur az, on a vu juste au-dessus que f de n était congru à f de m modulo a, et donc finalement que la classe de f de n et la classe de f de m sont les mêmes dans z sur az. Donc ce truc-là, c'est bien défini. Maintenant, regardons ce que donne cette équation-là au niveau de la fonction f bar. Donc si n est dans z, on a que f bar rond f bar de n bar. Là, je regarde f bar rond f bar parce qu'ici on a un f rond f, donc on s'attend à avoir un truc simple de ce côté-là. Alors f bar de n bar à l'intérieur, vous savez que c'est f de n le tout bar, et là je réutilise la définition de f bar sur ce f bar là, et j'obtiens donc f rond f de n le tout bar, et ça vous savez que c'est donc n plus a bar. Mais là, la barre au-dessus, c'est la réduction modulo a, et donc le plus a ici, il peut disparaître. N plus a, c'est congru à n modulo a, et donc n plus a bar, c'est égal à n bar. Et donc finalement, f bar rond f bar, pardon, c'est l'identité de z sur az. Donc, f bar est une involution. Une involution, c'est une permutation, en l'occurrence de z sur az, dont le carré est l'identité. Maintenant, ce qu'on sait sur les involutions, c'est qu'elles ont un point fixe, par exemple. Comment on montre ça ? Une involution, donc c'est une permutation de z sur az, donc vous pouvez la décomposer en produit de cycle à support disjoint. Maintenant, le fait que f carré égale l'identité, ça vous dit que chacun de ces cycles est de longueur 2 ou 1. Donc finalement, vous mettez de côté tous les cycles de longueur 2, ça vous enlève un nombre pair d'éléments, et donc il reste un nombre impair d'éléments, en particulier il reste un nombre non nul d'éléments, et ces éléments-là sont des points fixes. Donc, or, je vais l'écrire, toute involution s'écrit comme un produit de cycles de longueur 2 à support disjoint. Ça, c'est la théorie des permutations du groupe symétrique qui vous le donne. Vous savez que toute permutation peut s'écrire comme un produit de cycle à support disjoint. Et le fait que f soit une involution, quand vous regardez f au carré, ou f vous l'écrivez comme produit de cycle, ça vous donne exactement que chacun des cycles est de longueur 2. Et évidemment, on n'a pas compté les cycles de longueur 1, parce que ils font juste rien du tout. Donc, f bar est un produit de k cycles de longueur 2 et qui sont à support disjoint. Voilà, c'est comme ça qu'on va le voir. Et donc le fait que ces cycles soient à support disjoint et qu'ils soient tous de longueur 2, ça vous donne donc que 2k est plus petit que a. Or, a est impair. Donc, en fait, l'inégalité est stricte. Donc, a moins 2k est strictement positif. Et donc, il existe des éléments de z sur az qui ne sont pas dans
les supports des deux cycles en question. Donc des K cycles de longueur 2. Et donc, ce sont des points fixes de f bar, parce que c'est des éléments de z sur az qui n'apparaissent dans aucun des cycles de f bar. Donc ils ne sont pas déplacés par f bar, donc ça vous donne bien des points fixes. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a montré, c'est que toute involution sur un ensemble, un nombre impair d'éléments, admet un point fixe. Ok. Donc, on fixe donc b bar dans z sur az, un point fixe de f bar, pardon. On vient de montrer qu'il y en avait. Et ça, c'est juste essentiellement une conséquence du fait que f bar rond f bar, c'est l'identité de z sur az. C'est-à-dire que f bar est une involution. Et ici, on l'a noté b bar, donc c'est que b, évidemment, ça va être un entier. Okay, le point fixe, on l'écrit sous la forme b bar, où b, c'est un entier. Donc ce qu'on a, c'est que f bar de b bar, c'est égal à b bar. Okay, et donc, on a que f de b, le tout bar, c'est égal à b bar, c'est-à-dire que f de b est égal à b plus k fois a, où k est un entier. Ok, maintenant, regardons ce qui se passe quand on applique f une deuxième fois. On a que f rond f de b, c'est égal à f de b plus ka. Ok, mais ce truc-là, par la première équation qu'on avait au début, ça va être égal à f de b plus ka. Ok, parce qu'on a que f de n plus ka, c'est f de n, le tout plus ka. Maintenant, f de b, vous savez que c'est b plus ka, donc ce truc-là, on peut l'écrire b plus 2ka. Maintenant, de ce côté-là, on utilise l'équation fonctionnelle de l'autre côté. Ce truc-là, on sait que c'est b plus a, et donc finalement, vous obtenez que 2ka est égal à a, c'est-à-dire que 2k est égal à 1, et ça c'est absurde. Et donc vous obtenez finalement une absurdité, et donc il n'y a pas de fonction qui convient. Alors juste un petit truc auquel il faut faire attention, là j'ai utilisé le fait que f de n plus ka était égal à f de n, le tout plus ka. Ça en fait on l'a démontré pour des cas positif. Hein. Je vous rappelle qu'on a montré le résultat pour k égale 1, et puis après on a dit qu'on pouvait l'éteindre par récurrence. En fait, ça reste aussi vrai pour k négatif, et une autre manière de voir ça, c'est que si vous prenez k négatif, vous l'écrivez k égale moins p, où p est dans n, et alors vous avez que f de n plus ka, cette chose-là, ça va être f de n moins pa, ok. Et ce truc-là, vous pouvez dire que f de n, ça va être f de n moins pa plus pa. Et là, vous utilisez le résultat avec pa, où p est positif, et vous obtenez bien f de n moins pa plus pa. Et donc finalement, si vous remplacez p par moins k, vous obtenez exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire f de n qui est égal à f de n plus ka moins ka, et vous passez le ka de l'autre côté, et vous obtenez bien cette équation-là, valable pour aussi des cas négatifs. Voilà. Donc, ici, vous constatez qu'en fait, on a utilisé une seule chose, qui est que a est impair, et on l'a utilisé pour démontrer que l'application de z sur az dans z sur az avait un point fixe. Donc le fait que toute involution d'un ensemble fini dans un ensemble fini admet un point fixe si le cardinal est impair, évidemment c'est vrai seulement pour des cardinaux impairs, parce que si vous avez un cardinal pair, vous pouvez prendre un paquet de taille n d'un côté, un paquet de taille n d'un côté, si votre cardinal c'est 2n, et vous échangez les deux paquets, et ça vous fait une involution qui n'a pas de point fixe. Mais ce truc-là marche pas dans les cas impairs, et donc vous obtenez qu'une involution d'un ensemble impair dans lui-même a forcément un point fixe, et ce qui ne fonctionne pas dans le cas où n est pair, ça vous permet explicitement de construire des fonctions f qui vérifient l'équation fonctionnelle f rond f de n qui est égal à n plus a, ou si a est pair.
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.